Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue. Ce soir, nous nous intéressons à l'insécurité grandissante dans le pays, une situation qui devient de plus en plus inquiétante, plus de 2 ans après la signature de l'accord. Et comme invité sur ce plateau, nous avons professeur Abdoulaye Niang, chercheur au Centre Séné, Siaka Thieblendumbia du Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale, et Yatandina, journaliste. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. 8 soldats maliens portés disparus le 9 juillet dernier après l'embuscade contre leur convoi à Ménaka ont été retrouvés morts. La direction des relations publiques des armées confirme ces disparitions, mais s'abstient de tout commentaire sur le nombre exact et les recherches en cours. Alors, professeur Niang, le Mali est encore sans nouvelles de plusieurs militaires disparus. Qu'est-ce qui explique ces disparitions? Bon, en vérité, c'est l'Organisation générale de la défense nationale qui est en déficience. Nous avons suggéré de réorganiser suivant un système de défense stratégique des nations où un accent particulier est mis sur la défense civile, la défense économique et accessoirement la défense militaire. Mais quand vous avez une armée qui se déplace dans un environnement qui lui est hostile, qui lui est asymétrique, dès qu'ils sortent, il y a les informateurs qui signalent aux forces opposées, aux forces ennemies, si on peut l'appeler ainsi, leur itinéraire, leur composition, et là où il faut les attaquer. Alors que la force opposée, qui est dans son environnement, dans sa connaître localité, informe que l'ennemi sort et permet la dissimulation même des combattants au sein de la population, que quand les FAMA viennent, les FAMA les dépassent. Donc il y a un problème qui se pose. Tant qu'on ne résout pas le problème économique, tant qu'on voit que les FAMA viennent pour prendre leurs ressources naturelles, leurs terres, les ressources sécuritaires qu'on peut mettre en place dans le cadre de l'Organisation générale de la défense classique, elle est inutile. Et c'est des morts, paix à leur âme, mais c'est des morts qu'on pouvait éviter s'il y avait une efficience dans l'Organisation générale de la défense nationale. C'est-à-dire les hauts fonctionnaires de la défense qui sont dans les ministères aujourd'hui, qui sont des colonels la plupart des cas, devraient, avec le secrétaire général des ministères, recevoir une formation en économie de la défense, une formation en système de défense qu'on est prêt à donner, parce qu'on leur donne ce cours-là au niveau du Centre d'études stratégiques pour l'Afrique de l'Université nationale de défense américaine. Mais nous avons tenté plusieurs fois, et autant de Moussa Amara en particulier comme Premier ministre, mais ça ne marche pas, parce que simplement les gens n'ont pas intérêt à ça. Donc ceux qui meurent aujourd'hui, leurs parents peuvent porter plainte contre le Premier ministre qui a un cabinet de défense et qui a des hommes dans chaque département ministériel pour la planification stratégique, et ça ne se fait pas, et on va à une programmation militaire pour donner de la force aux militaires dans un environnement asymétrique. Même la France a compris pendant 4 ans, leur lutte d'extrême violence contre les organisations mobiles d'extrême violence n'a pas marché et ils vont se retirer. Donc, c'est pour vous dire simplement que ces morts-là, ces soldats meurent parce que simplement on reste attaché à une organisation générale de la défense qui n'est plus appropriée. D'accord. Et monsieur Tandina, vous venez d'écouter le professeur Niang tout de suite. Êtes-vous du même avis que lui? Oui, d'un côté au plan économique, mais moi je vais surtout au plan stratégique. Moi je crois qu'il faudrait revoir le dispositif, parce que nous avons remarqué que depuis un certain temps, quand il y a l'escorte, généralement pour accompagner les troupes d'approvisionnement, c'est signalé ailleurs, soit 24 heures avant ou 2 heures avant. Donc tout ça c'est des faiblesses, une certaine légèreté qui permet à l'ennemi tout de suite de comprendre et puis poser des obstacles pour le convoi qui arrive. Donc sur ce plan, moi je crois qu'au niveau de l'armée, on doit revoir d'abord leur dispositif. Et quand des missions comme ça sortent, on doit obligatoirement maintenir la discrétion. Et même les éléments qui doivent sortir ne doivent pas être au courant. Ailleurs,
Quand on fait l'appel, on vous dit, bon voilà, toi, tel soldat, tu es dans tel... Automatiquement, vous l'embarquez. Mais vous ne pouvez pas avertir un soldat 1 heure ou 2 heures avant. Lui-même, il va dire à sa femme, madame, je vais aller en mission. Le temps de dire à madame, madame peut raconter à sa voisine, ainsi de suite, et puis l'information s'assort. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il faudrait revoir ce dispositif. Sinon, ça va toujours continuer on va toujours continuer à prendre nos morts comme ça. Mais le second aspect, c'est que moi, je vois aussi qu'il y a assez de difficultés au niveau toujours de l'armée, parce que d'abord, les patrouilles, c'est vrai qu'ils font beaucoup de patrouilles. Quand vous voyez qu'il y a beaucoup de morts, c'est parce que l'armée tourne. Au moment où l'armée ne tournait pas, il y avait moins de morts. Mais maintenant que l'armée tourne, et tourne encore autour d'elle-même. Et ce qui fait qu'à chaque fois, on sait déjà l'itinéraire que l'armée est en train de faire, et c'est ce qui fait que généralement on tombe dans des embuscades, et vous voyez, dans la plupart des cas, c'est comme ça. Moi, je déplore surtout quand vous voyez le cas de Menaka. En réalité, l'armée a tenté de résister, mais elle ne pouvait plus du moment où il n'y avait plus de renfort et l'ennemi a déjà pris les 4 points. Et tirer, c'est du feu seulement qui descendait. Donc, ils étaient obligés, maintenant c'était la débandade, ceux qui ne pouvaient rien étaient obligés de fuir. Il y a certains militaires qui sont allés même se donner à eux. Donc finalement, ça a fini comme ça, en cours de route. Eux-mêmes, ils ne peuvent plus supporter les prisonniers. Ils sont obligés souvent de tuer comme ça. Mais selon vous, qu'est-ce qui explique cette indiscrétion? Bon, la réorganisation de l'armée, je crois que le professeur en a déjà évoqué une partie. Moi, je crois qu'il faudrait revoir l'armée dans sa forme actuelle. Vraiment, ce n'est pas tout de suite... ce n'est pas cet outil qui peut combattre le système actuel, qui peut faire une guerre asymétrique. Là, c'est compliqué. Il faudrait revoir tous les systèmes au niveau de la hiérarchie, trouver des... Aujourd'hui, quand vous voyez les armées occidentales, elles sont en avance parce qu'elles ont déjà préparé ce système. Donc, vous voyez, il y a déjà des tactiques qu'on met en place avant même qu'il n'y ait l'opération. Et ceci étant, vous voyez, il y a toujours des résultats. Quand vous voyez qu'il y a quelqu'un qui a tout de suite braqué sur un véhicule, automatiquement on trouve l'individu et puis la police l'élimine. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Il nous faut faire des enquêtes, aller chercher. Ça pose problème. Donc je crois qu'il faut revoir tout le système. Alors, professeur Nyang, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire face à cette situation? Je pense qu'il faut continuer avec les réformes qui ont été proposées également. La reconstitution de l'armée doit être une réalité. En dehors de la réorganisation que je viens de dire, on a un système de défense stratégique des nations où la défense civile stratégique des nations a la priorité des priorités, qui est le développement économique en réalité, parce qu'il n'y a pas de sécurité sans développement, il n'y a pas de développement sans sécurité. Bon. Et la défense économique, c'est réellement de substituer à l'économie criminelle de la drogue et des migrants l'économie réelle. Sortir l'or qui se trouve à Kidal, développer les ressources naturelles. Et c'est possible. C'est possible. Il s'agit seulement des stratégies qui existent, les modèles que nous avons développés permettent d'aller à ce niveau-là. Mais le plus important, c'est qu'on a parlé dans l'accord, n'est-ce pas, d'avoir des exécutifs locaux issus de la population locale. Donc, en réalité, la libre administration des collectivités territoriales. Il faut que cela soit effectif. Il faut que le président de la région, qui est en même temps le chef de l'exécutif et de l'administration, ait à sa disposition des hommes et des femmes pour assurer la sécurité aussi, pour la défense militaire. Mais si tu laisses un Traoré venir diriger dans une zone où il ne comprend ni la langue ni rien du tout, et vous voulez les jeter, vous les jetez dans la bouche des lions. Et ces gens-là, la plupart, ils veulent avoir le contrôle de leur destinée. Mais malheureusement, Bamako résiste à la régionalisation. Aujourd'hui, nous sommes dans les États-Unis du Mali. Mais personne ne veut aller dans ça, sauf nous, les fous chercheurs, qui ont le courage de le dire, même si on veut nous couper la tête pour ça, pour parler, parce qu'on parle de République fédérale du Mali. Ce sont des régions États-Unis du Mali, en réalité, aujourd'hui, les 5 régions du Nord. Donc, il faut leur donner cette latitude de participer beaucoup plus à leur sécurité et non pas de les imposer une sécurité. Je pense que ça, c'est quelques éléments qu'il faut. Mais le développement économique doit venir. Le développement économique est possible aujourd'hui. On peut, effectivement, avec le plan de défense stratégique... Et puis, il y a une loi qui existe.
une loi portant organisation générale de la défense nationale. C'est la loi 04051 du 23 novembre 2004. Mais aucun chef d'État, depuis 1999, aucun Premier ministre, aucun président de l'Assemblée nationale ne s'est attelé et mettre en œuvre, à respecter d'abord le serment pour le président, mais la Constitution et en même temps l'article 6 et 7 de cette loi qui est souvent appelée abusivement la loi IBK. Le jour où on va les mettre en œuvre pleinement, parce qu'on nomme les hauts fonctionnaires de la défense, les colonels dans les ministères à travers cette loi, mais pourquoi on nomme les gens pour faire un travail et les gens ne font pas le travail? C'est un travail de planification stratégique de la défense. Mais ils ne le font pas. Ils ne sont pas formés pour... Et si tu veux les former, ils refusent de te former. Mais pourquoi cela? Parce qu'au Mali, il y a un système de mauvaise gouvernance et chacun fait ce qu'il veut. Quand vous avez un problème de leadership, ça pose problème. Prenez simplement les rumeurs qui sont là aujourd'hui. On leur dit de remplir le papier pour dire l'enrichissement illicite. On dit on ne le fait pas parce que vous, votre génération, vous avez volé et vous refusez que nous, on vole. Mais quand un État arrive à ce niveau-là, madame, c'est très grave. Nous, notre génération, on a fait du mal au pays. Hein? Parce qu'on est en train de vous donner un État qui n'est plus gouvernable. Donc c'est une question de gouvernance. Ce système de gouvernance qui existe aujourd'hui, il est mauvais. Et de plus en plus, tu ne trouves même plus de légitimité, ni les marabouts, ni les imams, ni les familles fondatrices. Personne aujourd'hui ne peut vous conseiller votre génération. Dès qu'on commence, on dit, bon, on va vous régler votre compte. Bon, vous voyez, donc c'est le pays même, la fondation du pays qui est en train d'être ébranlée. La responsabilité sociale de la famille qui est en train d'être ébranlée. Et là, il faut qu'on se ressaisisse et qu'on aille vers un système qui est différent de ce que nous avons aujourd'hui. D'accord. Si moi je peux un peu réagir par rapport au... Allez-y. Parce que moi, effectivement, par rapport à la gouvernance, moi je dirais que, vous voyez, depuis la mise en place des autorités intérimaires et collèges transitoires dans le Nord, et jusque-là, ces institutions ne sont pas dotées des moyens qu'il leur faut. Les compétences n'ont pas été transférées. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez que ces présidents sont incapables de dire même à ces mouvements sécuriser telle zone ou sécuriser telle zone. Mais si les compétences étaient transférées, moi je crois qu'aujourd'hui ce serait un défi pour eux pour que demain ils soient réélus. Parce qu'aujourd'hui, d'accord, ils ont été désignés. Mais demain, ils seront élus à condition que vous nous apportez ces résultats. Et aujourd'hui, la seule attente des populations du Nord, c'est de stabiliser cette partie. Mais si ce n'est pas le cas, je crois que même ces présidents qui ont été désignés seront renvoyés encore par les populations. Et aujourd'hui, quand vous voyez les nombreux mouvements qui sont sur place, qui malheureusement aujourd'hui ne bénéficient d'aucun soutien, ils sont obligés de vivre par les braquages sur le dos des populations. Mais si les compétences étaient transférées, je crois que le président aura le courage. Le président de ces autorités intérimaires, les présidents auront le courage de dire à ces mouvements, bon voilà, désormais, toi tu vas sécuriser telle zone. Et quand un véhicule est braqué, cherchez-le automatiquement. Parce que lui, autour de lui aussi, il a son armée. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Tout ça, c'est donc la mauvaise... Et depuis leur installation jusqu'à nos jours, je vous dis, un seul centime, parce que je travaille avec toutes ces collectivités, mais aujourd'hui, rien, absolument rien. D'accord. Alors, Monsieur Doumbia, vous nous entendez? Oui, je vous entends fort et clair. D'accord. Alors, vous venez d'écouter le professeur Nyang et Monsieur Tondina. Êtes-vous d'accord avec ce qu'ils viennent de nous avancer tout de suite? Bon, en fait, j'ai vu le dernier intervenant tout à l'heure, j'ai quand même écouté une partie de son intervention, mais ce qui a précédé bien avant, je n'ai pas pu l'écouter pour des raisons évidentes. Mais ceci étant, pour ce qui concerne les cas des autorités intérieures, moi je pense tout simplement qu'on a mis les charrues avant les bœufs. C'est-à-dire, tant que la zone n'est pas sécurisée, tant qu'on n'a pas... Dans l'accord, il avait été question que l'armée malienne va être redéployée de façon progressive sur le terrain. On a sauté sur ces différentes étapes-là, et les parties qui nous intéressent, si je dis nous, je parle de ces mouvements signataires de ces groupes armés, les parties qui les intéressent, on s'accroche à ça, on dit autorité intérimaire, on dit désarmement, on dit réintégration, mais la véritable question du ratissage même du secteur, parce que tant qu'il y a ces groupes qui continuent à se mobiliser avec des armes à la main,
même si demain, même comme le 20 juillet, la date du 20 a été donnée, par exemple, pour le cas de Kidal, même si demain ces autorités intérimaires-là parviennent à être installés confortablement, ils ne vont pas produire quelque chose de très digeste, quelque chose de très potable, dans la seule mesure qu'ils n'ont pas les moyens, ni les moyens matériels, ni les moyens financiers de pouvoir opérer. Donc, revenons à la normale. Essayons de faire de telle sorte que cette partie puisse recouvrir sa normalité. Et cela interpelle non seulement les autorités maliennes, mais également la communauté internationale. On est dans une sorte de jeu qui chacun essaie d'aller dans le sens de l'intérêt. Mais au fond de la question, c'est que c'est la population qui perd dans tout ça. Donc moi je pense que pour ce qui concerne ces autorités, on a beaucoup de depuis l'année, on entend les cris et chacun se cache derrière cette histoire. Mais au fond, même si demain on parvient à tout mettre en œuvre, ces autorités intérimaires-là, c'est vraiment de la figuration pour pouvoir produire des résultats. Alors, Monsieur Doumbia, apparemment, vous n'avez pas bien entendu le début du débat pour raison de panne technique. Alors, je parlais que des 8 soldats maliens portés disparus le 9 juillet dernier après l'embuscade contre leur convoi à Menaka et ils ont été retrouvés morts. Alors, selon vous, qu'est-ce qui explique ces disparitions? En fait, cette situation, je pense qu'on va dire avec tel que tant qu'il y a ces groupes de rebelles qui continuent à sévir, tant qu'il y a ces terroristes qui continuent à sévir, la perte, elle va être du côté de l'armée malienne, elle va être également du côté des forces étrangères. Moi, je pense que maintenant, pourquoi ils ont été exécutés, par qui ils ont été exécutés, je pense que ce sont des informations qui, pour à stade actuel, en tout cas au stade des informations qui sont passées, parce qu'à mon avis, ça n'a pas encore été revendiqué. Mais ceci étant, on l'a toujours dit, nous allons continuer à vivre avec cette histoire de terroristes, avec cette histoire des groupes bandits qui vont toujours continuer à vivre dans le Nord. Et donc, moi, je pense que c'était attendu, il faut s'attendre également à des situations pareilles. D'accord, Monsieur Doumbia, nous allons revenir à vous tout de suite. Alors, Monsieur Tandina, en tant que journaliste qui excelle plus dans la région du Nord, selon vous, où est-ce que ces soldats peuvent être? Ceux qui sont toujours portés disparus. Bon, je crois qu'ils ont été enterrés sur les lieux parce que d'abord, je crois qu'ils ont été froidement abattus. Et la meilleure des solutions, c'était de les enterrer sur place. Et maintenant, peut-être qu'il peut y avoir une cérémonie funèbre pour, en tout cas, ces gens. Ce qui est sûr, après 3 ou 4 jours, on ne va trouver que de la pourriture. Moi, je crois que dans ces conditions, il serait très difficile d'amener le corps. Et culturellement, même chez nous, ça ne se fait pas, mais il suffit de prendre un tas de banco ou autre chose symboliquement pour venir rendre hommage. Donc, selon vous, ceux qui sont encore disparus, ceux dont on n'a toujours pas les nouvelles, on ne doit vraiment pas compter sur Bon, je ne dis pas d'abord parce que ça n'a pas été revendiqué, mais vous savez, c'est une stratégie de guerre aussi. Souvent, ils préfèrent prendre certains militaires, les garder quand on sait que c'est des bons combattants. Et ça va à l'actif des groupes ennemis. Parce que s'il s'agit de faire des négociations, si de leur côté, ils vont imposer, alors on va vous donner 10 militaires, vous nous donnez notre leader, ainsi de suite. Donc il y a des négociations comme ça. Et souvent, s'ils savent que les éléments ne sont pas tellement ça, ils préfèrent l'éliminer parce que c'est une charge pour eux. Et ça aussi, ça arrive, c'est une autre tactique de guerre. D'accord. Alors, professeur Nyang, selon vous, ces militaires, sont-ils toujours en vie ou où est-ce qu'ils sont? Bon, il ne faut pas faire beaucoup de spéculations là-dessus parce que nous parlons de vies humaines. Leurs parents sont en train d'écouter de telles émissions et quand on n'a pas beaucoup d'informations, on ne peut que prier que, comme l'a dit Tandina, ils peuvent être utilisés un jour pour échange. Et donc, on espère qu'ils sont en vie et nous souhaitons vivement qu'ils soient en vie et qu'ils fassent des revendications pour vraiment apaiser. Mais c'est une guerre psychologique aussi, de faire durer le suspense. Et puis après, maintenant, la négociation peut être beaucoup plus facile parce qu'ils sont en position de force. Mais c'est dommage que ça arrive. Mais ça fait partie de leur vie aussi. Okay. Monsieur Doumbia, vous nous entendez? Oui, je vous entends. D'accord. Le Mali est encore sans nouvelles de plusieurs militaires. Alors, selon vous, où est-ce qu'ils peuvent être actuellement? Oui, d'abord, je suppose une fois de plus qu'ils ont été pris en otage. Ils
ont été pris en otage, sont tombés dans les pièges, ils ont été pris en otage. Mais qui de leur libération? Nous attendons tous à ceux qui soient libérés, mais moi je suppose que, comme l'a dit tout à l'heure M. Tandina, ce n'est pas évident que ces gens-là soient dans une situation de négociation, en tout cas sur toutes les questions qui concernent l'aspect financier, ils ne sont pas dans cette dynamique. Maintenant, s'il y avait du côté de l'État malien, du côté des forces de défense et de sécurité du Mali, des personnes qui sont également prises en otage, on peut se trouver dans une sorte de négociation, alors libérer, tant qu'ils n'ont pas libéré, c'est-à-dire nous n'allons pas les libérer. Or, au stade actuel de nos informations, je ne suis pas sûr qu'on en soit là-bas. Ceci étant, je ne suis pas certain que ceux qui ont été enlevés soient des gens qu'on les enlève pour essayer de se retrouver dans une sorte de discussion pour des histoires de rançon. Je ne suis pas certain. D'accord. Alors, mais selon vous, que font les autorités pour les retrouver? Il faut d'abord explorer toutes les pistes, notamment en ce qui concerne le renseignement, avec les partenaires. Si aujourd'hui les partenaires comme Barkhane décident de nous donner des informations fiables urgemment, ils peuvent nous aider et nous allons avoir la véritable raison de leur enlèvement. Mais ceci étant, encore une fois de plus, ça demande la collaboration entre nos forces et puis la force Barkhane. Les renseignements, les moyens aériens de renseignement, c'est tout qui peut nous aider à savoir où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qui les est arrivé. Mais ceci étant, je ne suis pas encore optimiste pour dire que voilà, ils sont encore vivants, ils vont être libérés. Non, c'est vraiment pas ma nous sommes écoutés c'est vraiment dommage. Alors, professeur Young, selon vous, quelles sont les mesures ou les précautions qui ont été prises par les autorités pour leur recherche ou pour les retrouver? Non, un pays responsable va continuer toujours à faire le maximum. Mais c'est un environnement très difficile, de par la distance, de par la difficulté, la température, beaucoup d'autres obstacles qui sont là-bas. Et nous n'avons pas beaucoup de moyens. En réalité, s'il y avait de très bonnes relations avec les communautés de localité, c'était les communautés de localité qui étaient le moyen le moins cher et le plus probable pour retrouver ces gens-là. Mais très souvent, ces communautés de localité sont allergiques aux forces nationales. Donc c'est réellement le problème à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qui explique cette situation? Le fait que certaines communautés sont allergiques aux forces de sécurité. Mais c'est partout, hein, avec la centralisation, la concentration de toutes les responsabilités au niveau d'ici, comme Tandina l'a dit. S'il y avait des compétences qui étaient transférées, on a signé depuis 10 mois maintenant ces décrets, n'est-ce pas? Si on les avait transféré la compétence, si Bamako se dessaisit de compétences, il n'y a aucune raison que ces populations, de plus en plus, que la confiance s'installe. Mais la confiance n'est pas là parce qu'on signe des papiers, on prend des décrets, on adopte des lois, mais on ne les applique pas. On ne les respecte pas. Et y compris de la Constitution, on ne la respecte pas. Donc, ça pose problème. La confiance n'y est pas. Et tant qu'il n'y a pas la confiance, nous allons continuer toujours à perdre nos enfants là-bas. Et à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Parce que c'est une mauvaise gouvernance, encore une fois de plus. Une mauvaise gouvernance administrative aussi bien qu'une mauvaise gouvernance politique. Donc, espérons qu'ils seront en vie et qu'ils seront retrouvés. Mais comme il a dit aussi, le coût est très élevé pour maintenir des gens derrière toi qui ne vont pas t'apporter grand-chose s'il n'y a pas un plan d'échange. Le coût est très élevé. Une collaboration. Il y a une collaboration. Sinon, tu les fais passer de l'autre côté. D'accord. Monsieur Tandina, êtes-vous du même avis que le professeur Nyang? Oui, naturellement, du même avis que lui. Et seulement, moi, je voudrais un peu apporter un éclaircissement par rapport à des événements de ce même genre qui se sont produits dans le Nord. Si vous voyez, par exemple, le cas de Binta Gungu, il y avait 2 disparus. Mais finalement, c'est des militaires que moi j'ai rencontrés qui sont retournés à pied. De Binta Gungu à Tombouctou. Imaginez d'abord, Binta Gungu, je m'excuse, hein, je dis, j'ai pas tellement la voix, un peu grippe. Donc de Binta Gungu à Gundam, ça fait déjà 70 km. Et maintenant, ils craignaient ne pas venir au camp, être sanctionnés ou autre chose. Finalement, ils sont venus jusqu'à Tombouctou. Donc, arrivés, moi, je les ai vus. Ils étaient dans une situation inconfortable. Et
Ils m'ont expliqué les scènes. Moi-même, j'étais dépassé. Mais j'ai dit, heureusement que vous êtes en vie. C'est l'essentiel qu'on vous retrouve. Bon, il y a des situations comme ça. Mais, comme je vous dis, dans la plupart des cas, il se passe autrement. Parce qu'en réalité, vous venez, ils font leur opération avec 2 ou 3 4x4. Alors, le temps de partir, il y a d'abord le carburant, il y a la nourriture, il y a tout. Il y a les munitions. Donc, on ne peut pas encore faire une surcharge avec des militaires inutiles. Donc, dans la plupart des cas, on les élimine. Mais, comme j'ai dit, si c'est des bons officiers qui peuvent coûter cher au Mali, ou bien si c'est un bon soldat, un bon combattant, en ce moment, ça vaut le coup de la négociation. Mais comme ce fut le cas plusieurs fois aussi. D'accord. Mais qu'en est-il de la collaboration entre les FAMA, Barkhane et MINUSMA? Bon, d'abord, Barkhane se met dans une position où elle dit qu'elle est là uniquement pour traquer les terroristes. Elle dit que sa mission se limite à ça. Et la MINUSMA dit qu'elle appuie l'armée malienne. Et moi, là où je ne comprends pas, c'est que j'ai vu l'armée malienne, les premières heures de la reconquête, elle s'est installée à Ber. Mais faute de moyens, parce que l'eau était imbuvable là-bas, l'armée était obligée de reculer et retourner à Tombouctou, le temps que les conditions soient réunies. Malheureusement, ces conditions n'ont jamais été réunies. Quand la MINUSMA est venue s'installer, la MINUSMA a pris le devant et elle s'est installée à Ber. Et depuis, l'armée n'a plus le droit de venir à Ber. Pourquoi l'armée n'a plus le droit de venir à Ber? Oui, parce qu'on dit que c'est une zone sous contrôle de la CEMA. Le pays a été carrément ainsi reparti. Il y a les zones sous contrôle de la CEMA, zone sous contrôle de la plateforme et zone sous contrôle de l'armée malienne. Maintenant, si vous prenez même ces 3 régions, Kidal a été donné à l'État malien, comme on l'a dit, mais jusqu'à présent, le propriétaire même ne parvient pas à accéder dans sa famille. Et Gao a été donné à la plateforme, et qui a de la peine également à maintenir la stabilité. Et Tombouctou a été attribué à la CEMA. Et jusque-là aussi, la CEMA ne parvient pas à mettre la main sur Tombouctou. Donc vous voyez, parce que quand moi j'ai dit, il y a toujours ce désordre, il y a ce banditisme qui continue pour moi, donc personne ne maîtrise rien. Et c'est ça le problème. Ni le Mali ne maîtrise Kidal, la plateforme également ne maîtrise Gao, la CEMA également ne parvient pas à maîtriser Tombouctou, parce que c'est toujours l'instabilité partout. D'accord. Monsieur Doumbia? Oui. Oui. Vous nous entendez? Oui, je vous entends correctement. D'accord. Alors, Monsieur Tandina vient d'expliquer tout de suite une situation. Alors, quelle est votre perspective selon ça? D'abord, sur 2 points. Le premier point, c'est la participation de la communauté au renseignement, comme l'avait dit Yann, avant de revenir sur le rapport entre Barkhane et puis l'armée malienne et la MINUSMA. Pour ce qui concerne la participation de la communauté locale au renseignement, moi je pense que sur ce plan, nous avons péché il y a très longtemps. Aujourd'hui, l'armée malienne, les forces de sécurité et l'armée malienne, les forces étrangères sont dues au même pied d'égalité par la population locale comme étant. Plus que ces récentes évolutions, bien avant la crise, moi je suis permis de balader un peu dans la zone. Les forces étrangères, c'est servir la population. Donc, ce qui fait qu'il y a un sentiment de défiance entre l'armée malienne et cette communauté-là. Donc, le temps de gagner la confiance de la communauté locale, ça va prendre du temps. C'est un processus qui doit être non seulement l'aspect sécuritaire, l'aspect développement, l'aspect social, tout ceci doit aller ensemble afin qu'aujourd'hui, l'armée malienne puisse être une armée républicaine sur tout le territoire national. S'agissant maintenant de la collaboration entre la force Barkhane et puis l'armée malienne, comme l'a dit tout à l'heure M. Tandina, moi je pense que la force Barkhane a sa vision, elle a sa stratégie, qui est fidèle à elle-même. Tout ce qui n'intéresse pas, tout ce qui n'entre pas dans son jeu, ne le fait pas. Au même moment, elle fait tout ce qui est nécessaire pour entretenir le jeu. Donc l'armée malienne, des fois, quand ils portent secours à l'armée malienne, on va attendre dans les médias, ils ont fait ceci, l'armée malienne était devant. Mais au fond même de la question, quand il s'agit des groupes rebelles, quand il s'agit des groupes des armées, là, la force Barkhane n'intervient pas, la force Barkhane n'apporte pas son soutien réel à l'armée malienne. Pas seulement, ce n'est pas propre à la relation entre la force Barkhane et l'armée malienne, cela est valable pour tous les contingents, même de la MINUSMA. Il n'y a même pas de véritable coopération à l'intérieur de ces différentes forces et il n'y a pas de coopération réelle entre la MINUSMA et l'armée malienne et entre la MINUSMA et la force Barkhane. Chacun va de son commentaire, chacun y va de sa stratégie en vue de leur objectif réciproque. D'accord, Monsieur Doumbia. Nous allons observer une courte pause avant de nous retrouver sur ce plateau.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. L'insécurité est au cœur de ce débat. Nos invités, professeur Abdoulaye Niang, chercheur au centre Séné, Siaka Tiablendoumbia du centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale, Yaya Tandina, journaliste. Alors, professeur Niang, monsieur Tandina vient de nous parler des dispatchs des différentes localités par des groupes signataires de l'accord. Mais qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi ce dispatch des parties du pays aux groupes signataires de l'accord? Bon, ça c'est les arrangements de l'accord. C'est une erreur stratégique. Il ne fallait jamais que les parties prenantes soient la plateforme, la CEMA et le gouvernement. Les parties prenantes auraient dû être les 3 groupes d'acteurs, la société civile, la communauté des affaires et la classe politique. Mais ça, on l'a dénoncé en son temps. Mais ici, c'est un partage équitable. Donc on assigne à la CEMA, par exemple, la CEMA aurait dû peut-être rester à Kidal. Ils savaient très bien que Bamako ne peut pas être à Kidal, et on donne Bamako à Kidal, n'est-ce pas, Tandina? Et finalement, c'est un jeu pour la CEMA d'avoir et à la fois à Kidal et en même temps avoir Tombouctou, parce que c'est le plus fort dans tous les cas. Bon. Donc, réellement, il faut transférer les compétences aux autorités désigné pendant cette période intérimaire, et le plus rapidement que l'on peut aller aux élections, il faut aller aux élections, les responsabiliser. Et nous pensons, vraiment au niveau du centre d'études stratégiques Séné, que si effectivement on partait vers la régionalisation, vers la libre administration des collectivités territoriales, qu'aujourd'hui il est possible que nous appliquons un modèle de globalisation de l'entrepreneuriat qui permet de rentrer dans l'or, qui est la richesse la plus importante aujourd'hui au Mali. Et que dans les 6 mois qui vont suivre l'effectivité, que nous puissions commencer à aller vers l'exploitation, après l'exploitation de l'or de Kidal. Et dans notre modèle de répartition des ressources, de rétention de richesse, nous prévoyons 25% pour la collectivité territoriale. Donc, si aujourd'hui Kidal a 25% de sa production d'or, n'est-ce pas, du point de vue richesse, hein, mais je peux vous garantir il n'y aura plus de combat entre la plateforme et la CEMA, et l'État n'a pas de responsabilité à jouer parce que les compétences seront transférées, et pour l'enseignement, l'éducation, la recherche, pour la justice, même les prisons, et tous, s'ils veulent des caddies, vont avoir des caddies. C'est-à-dire qu'on laisse la libre administration aux uns et aux autres, comme c'est prévu même dans la Constitution de 92, mais beaucoup plus élaboré dans la Constitution amendée de 2017. Mais à quand le retour de l'administration? C'est-à-dire, là, c'est un faux débat. Parce que, en réalité, l'autorité intérimaire qui est là-bas, c'est leur administration. C'est-à-dire, pourquoi vous voulez que Bamako envoie un Niang à Kidal? C'est ce qu'il a dit, Tandina. Si la compétence est transférée, mais c'est à eux de nous dire qu'ils n'ont pas, par exemple, un directeur de la radio de leur thème, et qu'ils n'ont pas les compétences parmi leurs enfants qui sont dans la diaspora à Bamako, dans la diaspora en France et dans la diaspora aux États-Unis, qui n'en ont pas. Est-ce qu'il y a un de plus quelque part qui est originaire de Sikasso et qui va venir comme directeur régional de la région État de Kidal? Donc, mais si vous voulez porter tout le temps les gens dans le dos, n'est-ce pas, madame? Mais écoutez, et que votre dos n'est pas suffisamment large, vous allez avoir des problèmes. C'est à ce niveau-là. Mais s'ils avaient la responsabilité, mais ils ne vont pas dire quand est-ce que l'administration va retourner à Kidal, parce que c'est eux l'administration. Le chef de l'administration, le chef de l'exécutif est à Kidal. Il n'est pas à Bamako. Le gouverneur, il n'a qu'un rôle de contrôle a posteriori. Avant, il avait un rôle de contrôle a priori. Mais le gouverneur qui va être là-bas, il n'est qu'un représentant, il n'est qu'un diplomate, il n'est qu'un ambassadeur de Bamako. Voilà comment c'est conçu. Mais on ne veut pas aller à l'effectivité des choses. Et donc, vous serez tout en difficulté. Ils demandent de l'argent aujourd'hui, les 2000 milliards, je ne sais pas combien de milliards, mais on n'aura pas. On n'aura pas. Laissez les gens chercher.
les gens gérer leur futur. Mais si vous voulez gérer pour eux, alors que vous n'avez pas les moyens, mais vous allez vous trouver dans des difficultés et vous envoyez des enfants innocents aller se faire tuer pour une cause nationale, mais mal définie. Parce qu'ils ont une souveraineté réellement régionale. La souveraineté a été transférée. Aujourd'hui, Kidal peut demander à être reconnu comme un État indépendant. Mais ils ne veulent pas partir. Mais ils ne veulent pas partir et on ne veut pas leur laisser aussi gérer. Donc il ne faut plus parler du retour de l'administration à Kidal. L'administration est là-bas. Il y a le chef exécutif. Il n'a qu'à chercher à constituer son administration. Il n'a qu'à reconstituer son armée. Il n'a qu'à reconstituer sa sécurité. Il n'a qu'à reconstituer sa justice. Mais la force du G5 Sahel pourrait-elle changer la donne? G5 Sahel est un faux fiant pour la France de se sortir du bourbier dans lequel François Hollande les a lancés, cette fameuse logique de maîtrise de sa source d'approvisionnement sans dépendre de la décision des autres dans les régions sahariennes. Et en réalité, la MINUSMA n'est rien d'autre. En tant qu'un ancien des Nations Unies, je peux le dire aussi, ce n'est pas l'application du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies comme on le sait, mais c'est plutôt beaucoup plus des forces spéciales dissimulées de l'Allemagne et des autres qui veulent faire face à la France, qui théoriquement dit que pour les régions sahariennes, c'est elle qui a la décision et personne d'autre ne doit se mêler de sa décision en ce qui concerne l'exploitation des ressources naturelles. Mais 4 ans de combat contre des forces combattantes supportées par le Qatar, mais aussi l'Arabie Saoudite, tous ces pays qui les supportaient, aujourd'hui on a tout mis sur le Qatar, mais en réalité c'était sous le regard des États-Unis que le Qatar et aussi bien que l'Arabie Saoudite, que les Émirats supportaient ces forces combattantes. Mais malheureusement, 4 ans de combat, le jeune Macron, et d'abord Hollande a tiré les leçons, n'est plus se présenter comme candidat, mais Macron a tiré les leçons, il vient par le canal de G5 Sahel, et vous allez voir, ils vont se retirer. Le chef d'état-major, de toute façon, vient de démissionner, parce que le chef d'état-major est de l'ancienne école, 43 ans d'expérience, il est de l'ancienne école, l'ancienne organisation générale de la défense nationale. Donc, aujourd'hui, la France va se retirer. Le G5 n'est rien d'autre que ça, parce que le G5 Sahel, c'est le mauvais modèle. Le modèle optimal était la contribution sécuritaire pour l'Afrique, qui serait basée à Tessalit avec des branches à N'Djamena et à Djibouti. Et 60% des ressources sécuritaires seraient payées par les autres nations du monde, 40% par l'Afrique. Et maintenant, nous, on allait leur donner une capacité de rétention de richesses à partir de nos ressources naturelles de 40%. Donc, ils payent pour 40% et 60% pour la sécurité et ils auront 40% de capacité de rétention de richesses. C'est ça la seule solution aujourd'hui. Sinon, G5 Sahel ne sera pas financé ni par les Maliens, ni par les autres partenaires des 4 autres pays de l'Afrique, ni par l'Allemagne, ni les autres, parce que tant qu'on ne lit pas leur mobilisation de ressources sécuritaires à leur capacité de retenir de la richesse sur nous, ils ne le feront pas. Pourquoi? Ça, c'est purement économique. Alors, M. Tandina, êtes-vous du même avis que le professeur Nyang? Oui, le professeur du côté économique, mais moi je veux en profondeur voir les enjeux et les perspectives de ce G5. Pour moi, d'abord, ce n'est qu'une force de plus. Et qui, aujourd'hui, peut-être pour les populations, quand nous essayons de causer avec les uns et les autres, parce que quand vous voyez la grande menace des djihadistes, c'est que d'abord les djihadistes menacent l'armée malienne, ensuite les forces alliées. Ça, c'est les djihadistes. Maintenant, il y a les bandits qui sont aussi traqués par ces mêmes djihadistes. Et aujourd'hui, plus il y a une nouvelle force, encore la menace sera grandissante encore dans cette zone. Moi, je crois que G5 Sahel, on aurait dû, parce que la seule nouveauté, c'est que la Mauritanie s'est mêlée un peu de la danse. Et là aussi, elle se limite au niveau de sa frontière. Mais si toutes les forces, il y avait une force mixte, capable de couvrir, si vous voyez, vous prenez la région de Taoudéni, par exemple. Ça, c'est une région qui est en grande partie couverte par l'Algérie. Et malheureusement, l'Algérie n'est pas dans le système. Donc moi, je crois que c'est une force de plus, mais qui n'apportera absolument rien, mais peut-être qui va donner encore la chance aux djihadistes de toujours menacer, et surtout, et c'est les populations qui vont en payer. D'abord, j'ai dit logiquement, aujourd'hui, on doit désarmer, mais on continue à armer. Parce que quand on amène le G5, c'est de nouvelles armes qui vont venir encore. Nous cherchons à désarmer d'abord l'ACMA, la plateforme, et l'ensemble de ces mouvements qui sont dotés d'armes. Et aujourd'hui, on nous amène une nouvelle force encore. Je crois que là, c'est une nouvelle menace.
D'accord. Alors, Monsieur Doumbia, est-ce que vous pensez que la mise en place de la force G5 Sahel changera la donne? À mon avis, pas. La mise en place des forces ne changera pas la donne, et je le dis à maintes reprises sur votre antenne. D'abord, quand vous regardez déjà ce qui se passe avec la mise en place de cette force, il avait été dit qu'on aura besoin en tout de 423 millions d'euros. Et sur ces 423 millions d'euros, l'Union européenne va donner 50, la France va donner 10 millions, et les 5 États vont donner 10 millions chacun. Nous sommes à 150 millions ou 100 quelque chose. Donc, sur les 423 millions demandés, on est très loin de cela. Et donc, ça dénote deux choses. D'abord, que l'efficacité que nous souhaitons rechercher dans la mise en place de cette force-là ne sera jamais atteinte, à moins que nous-mêmes nous prenons en charge notre responsabilité pour dire que c'est à nous qui revient de sécuriser notre territoire. 5 000 hommes, il y aura 5 PC, 5 postes de commandement au niveau des différentes frontières pour qu'il y ait de la mobilité. Mais avec tout ça, à l'intérieur maintenant, les actions terroristes peuvent être perpétrées à l'intérieur de chaque État. Cette force, comme l'a dit Tandina, à moi, mon avis, je le répète, ça va être une force de plus vite qui, en réalité, ne pourra pas produire des résultats souhaités. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les stratégies de lutte contre le terrorisme ne doivent-elles pas évoluer? Les stratégies de lutte contre le terrorisme doivent évoluer et doivent s'adapter depuis le fondement même de la question. Parce que, madame, ce qu'on ne dit pas, c'est que ce sont ceux-là même qui se sont aujourd'hui engagés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme à travers le monde. Je parle des États occidentaux qui sont derrière les financements du terrorisme. Qu'on le dise ou pas, c'est ça la vérité. Vous allez trouver ces mêmes forces. On apprend dans la presse, ce n'est pas un secret de polichinelle. Les Américains ont été pris en Syrie en train d'entraîner ceux-là qui sont en train de les combattre. Au Nigeria également, avec la France, on le sait. Et chez nous également, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on doit évoluer la lutte contre le terrorisme. C'est pas le combat. Aujourd'hui, ce sont des jeunes désœuvrés, ce sont des jeunes paumés qui n'ont rien, qui n'ont pas été qui ont été endoctrinés. Ça, c'est vraiment la forme. Mais au fond même de la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nourrit? Ce sont des êtres humains comme vous et moi. Mais qu'est-ce qui se passe au fond? La véritable question qu'on doit se poser, c'est quel est le rôle que cette communauté, parce qu'à un certain moment donné, on essaie d'entretenir la guerre, on essaie d'entretenir une situation telle qu'elle est, afin qu'on puisse tirer chaque fois sa revanche, afin qu'on puisse tirer chaque fois son bénéfice. Et si vous étudiez la question du terrorisme en dehors du Mali, au Mali aujourd'hui, tant que vous n'avez pas mis du doigt à cette question fondamentale, eh bien, madame, on ne trouvera pas une solution. Je termine avec ce passage de l'ancien ministre allemand de la Défense qui disait que, eh bien, si vous voulez lutter contre le terrorisme, demandez tout simplement aux États, aux Américains, aux Français, de cesser de financer les terroristes qui sont plein gré va se faire. En fait, c'est vraiment ça. Et que ce soit ici au Mali, que ce soit à Syrie, que ce soit à travers le monde, si ces États-là se retrouvent contre les terroristes de ce jour-là, les terroristes vont terminer. Mais nous allons continuer à décrire dans les antennes, à chanter, ils vont explosés partout, ce sont des premiers. Au fond, la réalité, qu'on ne veut même pas que cette situation termine. Et c'est nous, les États pauvres, qui sommes en problème. D'accord, M. Doumbia. Alors, professeur Nyong, en 30 secondes, selon vous, quelle stratégie les autorités doivent adopter pour faire face à cette situation? Non, il faut que le Mali simplement demande une conférence des Nations Unies pour la révision de la charte dans son chapitre 7 et dans son chapitre 9 et voir l'émergence ou aller vers une vision de prospérité partagée à un niveau qui permet d'amener la stabilité, la paix et la sécurité. D'accord. Et vous, M. Tandina, en 30 secondes, quelle est la solution? Moi, j'aurais souhaité que les 3 forces qui sont sur le territoire, il s'agit de l'armée malienne, de la MINUSMA et des forces Barkhane, qu'il y ait une collaboration sincère. C'est ce qui manque aujourd'hui. Si réellement nous voudrons combattre un système, il faudrait qu'il y ait une collaboration sincère. Sans cela, je crois qu'on n'y arrivera jamais. Aujourd'hui, l'armée malienne a la volonté de se faire entendre. Elle n'est pas dotée de moyens. La MINUSMA a les moyens, ne peut pas mettre à la disposition de l'armée malienne. Barkhane de l'autre côté, qui est capable aussi d'assurer, d'accompagner la MINUSMA et l'armée malienne, n'en fait pas non plus. Je crois que c'est difficile dans ces conditions. D'accord, merci. Cela me fait à ce débat. Merci de l'avoir suivi et un grand merci à nos invités. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde Noundjiré. La régie vidéo est assurée par Gagne Kanté avec une réalisation et coordination de Mohamedou Touré. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.